Alors, je voudrais à mon tour remercier François Héran, remercier les organisateurs et organisatrices de cette rencontre, qui met véritablement les sciences sociales au cœur d'une réflexion qui souhaite faire l'état des connaissances, et c'était dit des méconnaissances, et en histoire, elles sont très nombreuses, sur cette question donc, entre santé et migration. Heureuse initiative donc, dont on ne peut que se féliciter. Je voudrais aussi remercier les traducteurs qui travaillent dans l'ombre. Et puis enfin, je voudrais remercier Didier Fassin d'avoir commencé par évoquer l'épidémie de saturnisme infantile des années 80 à Paris, parce que ces travaux qu'il a menés ont été absolument déterminants pour mon propre intérêt sur l'histoire du saturnisme, professionnel en l'occurrence, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, puisque ça n'était pas véritablement l'objet de cette intervention. Alors, dans le cadre d'une réflexion qui porte essentiellement sur le présent et sur l'avenir proche, voire sur l'avenir un peu plus lointain, et d'une perspective interdisciplinaire qui, ici, mêle sociologues, démographes, médecins, épidémiologistes, économistes, on m'a demandé de porter un regard et une réflexion historienne sur cette question. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites dans cette matinée, et beaucoup de choses, y compris sur l'histoire. Donc les intervenants précédents ont pioché déjà un petit peu dans l'histoire, donc je vais essayer d'avoir encore des choses un peu neuves à apporter, je l'espère. En tout cas, je vais essayer de ne pas seulement faire, si vous me passez l'expression, l'historienne de service, parce que c'est très souvent ce qu'on nous demande, à nous les historiens, celle qui apporte une sorte de couleur historique, de cadre historique, un peu du sépia de la photo ancienne, toujours très charmante. Ceci dit, je vais vous montrer beaucoup de photos précisément, donc c'est un peu contradictoire. Je vais essayer aussi de ne pas faire complètement l'historienne poil à gratter, qui est aussi un autre aspect de mon métier. Les historiens sont toujours un peu pénibles, vous savez, parce qu'ils ont toujours tendance à répéter que en fait, tous les phénomènes qu'observent les sociologues et les géographes, les démographes qui observent les réalités contemporaines, en fait, sont beaucoup plus anciens et trouvent leur origine dans la longue durée, et en fait que tout ce que disent ces observateurs du réel et du présent n'a absolument rien de neuf. Voilà, donc je vais essayer de naviguer entre ces deux écueils qui sont l'un et l'autre assez agaçants, je le conçois. Alors, que peut apporter l'histoire à cette réflexion collective ? Je voudrais dire d'abord que j'ai travaillé sur un certain nombre de terrains historiques sur des situations migratoires différentes. Il y a évidemment une historiographie de l'immigration dont il ne va pas être question ici, mais qui est très 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 importante aujourd'hui en France, et pas seulement en France bien sûr, mais dans laquelle la dimension santé est quasi absente. Donc je vais essayer de prendre un certain nombre de réflexions à partir de ces lectures, à partir de l'historiographie qui existe. Je voudrais aussi indiquer que j'ai une autre casquette, outre celle de professeur d'histoire à la Sorbonne, qui est celle de présidente du conseil scientifique du comité d'histoire de la sécurité sociale, qui est le comité d'histoire du ministère de la Santé et des Solidarités, qui s'occupe justement de l'histoire de la protection sociale. Donc vous imaginez bien évidemment que l'intérêt que je peux porter à ce type de questionnement. Alors, je voudrais donc, pendant les quelques minutes qui me sont imparties, à la fois reprendre certaines définitions pour essayer de comprendre de quoi on parle, en fait, lorsqu'on parle en perspective historique de santé et migration. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de déplacer un petit peu le sens de la relation entre ces deux termes pour chercher, dans ce couple problématique, d'autres enjeux, d'autres clés de compréhension, en particulier en changeant d'échelle d'observation, c'est-à-dire de chercher dans la relation entre santé et migration, non pas seulement ce que l'histoire migratoire individuelle fait à la santé des populations, ce que l'on fait généralement lorsqu'on étudie, par exemple, les vulnérabilités sanitaires spécifiques des populations migrantes dans l'histoire, ce qui est relativement peu fait d'ailleurs, mais également à une échelle plus macro, ce que le fait migratoire fait au système de santé, et plus précisément comment le fait migratoire participe en fait de l'invisibilité, voire du processus d'invisibilisation des pathologies et des carences du système de santé, en l'occurrence du système de santé au travail. Alors, premier point, donc, comme je vous le disais, je suis particulièrement attachée à la question du vocabulaire et des définitions, et c'est pour ça que je vais me permettre quelques petites remarques à ce sujet, puisque la matinée s'appelait « Santé des populations immigrées », je crois. Pour ma part, je suis très attachée à l'usage de l'adjectif « migrant » plutôt que « immigré » ou du nom, parce que finalement, ce sont des adjectifs qui deviennent des noms. Le terme immigré me semble d'abord historiquement très franco-centré, et puis surtout il néglige de prendre en considération la question du temps.
la question de la durée, la question en fait de l'échelle temporelle de ce dont on parle. Et le temps, évidemment, est la matière des historiens, donc ils y sont particulièrement attentifs. Le terme d'immigré, avec cette espèce de participe passé qui devient un nom commun, fige en quelque sorte les individus dans un statut pérenne qui fait fi de la profondeur chronologique. Et ça me semble assez problématique parce que finalement, combien de temps après la migration reste-t-on un immigré ? 2 ans, 10 ans, 30 ans, toute la vie, c'est pas tout à fait évident et il me semble qu'il est important de se poser la question. En revanche, le terme de migrant dit bien que ce qui compte dans la détermination du statut et la situation sociale qui s'impose à l'individu, c'est précisément l'histoire migratoire récente qu'il a vécue. Le migrant qui se sédentarise n'a bientôt plus rien d'un migrant. J'avais montré dans un article déjà ancien, il date de 2000, que j'avais écrit en collaboration avec Claire Zalck, qui portait sur le petit commerce italien à Paris dans l'entre-deux-guerres, que le facteur déterminant de nombre de comportements sociodémographiques était beaucoup moins la nationalité, en l'occurrence donc le facteur français-étranger, que l'histoire migratoire. Et qu'à ce titre, on trouvait beaucoup plus de similitudes entre un Parisien ancré depuis plusieurs générations et un Italien né à Paris, qui avait gardé la nationalité italienne mais qui était né à Paris, qu'entre le premier, le Parisien de souche, comme on dirait, ou comme on disait en tout cas, et un paysan du Cantal, ce dernier lui-même ayant vécu donc une histoire migratoire récente et présentant de très nombreuses similitudes avec un naturalisé d'origine italienne, mais qui participait avec lui, qui avait participé avec lui à l'aventure migratoire. Voilà, donc je pense qu'il faut se poser ces questions, en tout cas pas les évacuer rapidement, trop rapidement. Je pense qu'il serait évidemment intéressant de réinterroger ces catégories de population à l'aune de migrations plus récentes, en particulier en provenance des territoires coloniaux et post-coloniaux. Mais quoi qu'il en soit, il me semble vraiment fondamental de bien préciser de qui l'on parle lorsqu'on parle d'immigrés, au risque d'interpréter de manière contestable les discriminations observées, en l'occurrence en termes sanitaires, car ce terme finalement ne correspond pas à une définition précise, je l'ai dit, en matière d'ancienneté de la migration, ni en termes d'origine géographique, ethnique, sociale, tous facteurs qui doivent évidemment être pris en compte et mesurés dans l'évaluation des inégalités sociales, territoriales et raciales en matière de santé. Et c'est en ça, je pense vraiment que le dialogue entre les disciplines peut être tout à fait passionnant. À ce titre, je partage absolument les propos que Didier Fassin a tenus sur la nécessité de désingulariser la question de la santé des migrants. Mais justement, je pense que dialoguer là-dessus entre sciences sociales et histoire me semble tout à fait fondamental. En second lieu, je voudrais rappeler que le lien entre population migrante et état de santé global d'une société est considéré comme problématique depuis des siècles. Donc là, je fais l'historienne de service. Donc sans remonter jusqu'à l'époque médiévale, mais j'y remonte quand même, vous voyez, où l'accusation d'empoisonnement des puits, par exemple, portée contre les populations juives, dont nombre d'entre elles étaient fraîchement implantées en Alsace, dans le Dauphiné, ou encore dans les territoires germaniques de la Franconie, on est ici à Strasbourg. Et donc cette accusation a été portée d'empoisonner les puits et donc de propager notamment la peste, au moment de la grande peste noire du milieu du XIVe siècle. Sans remonter jusque-là, je dirais que l'accusation portée contre des populations migrantes de propager les grandes épidémies est évidemment un leitmotiv historique. Autour de la peste, je l'ai dit, puis autour du choléra au XIXe siècle, autour du VIH, on vient de l'entendre très largement. Les fantasmes xénophobes ont toujours fait très bon ménage dans le sens de la responsabilité et de la responsabilisation des populations étrangères, des épidémies qui sont craintes. Des populations étrangères, oui, qui sont craintes pour les hécatombes qu'elles produiraient donc par contagion des épidémies. À ce propos, je trouve cette photo qui est très connue, il y en a quantité d'autres d'ailleurs, vous montre la recherche systématique de l'infection du trachome, une infection oculaire, donc parmi tous les migrants qui arrivaient à Ellis Island, donc à New York, au début du XXe siècle. On savait mal soigner cette affection et donc une recherche systématique qui était faite, chez les migrants. Donc évidemment, il faut rappeler que ceci repose sur le fait évident que les déplacements de population produisent des déplacements concomitants d'agents pathogènes. On le sait bien avec ce qu'il est convenu d'appeler le choc épidémiologique au moment de la colonisation de l'Amérique. Vous voyez ici une carte de la diffusion
des maladies dites européennes contre lesquelles les populations autochtones, en l'occurrence les Indiens d'Amérique du Nord, n'étaient pas immunisées et ont fait s'effondrer les populations locales de 80% environ. C'est pourquoi également les guerres, qui entraînent généralement des déplacements massifs de population et de grands rassemblements de population, sont souvent l'occasion de la diffusion d'épidémies. On se rappelle tous, bien sûr, la grippe espagnole, et je trouvais amusante, mais tout à fait, pas seulement amusante, aussi tout à fait intéressante, cette représentation qui date donc de 1918, une carte postale, de la grippe espagnole, arrive en Belgique en juillet 1918, donc vous voyez, sous la forme d'un torero, l'espagnol typique, qui donc est cet immigré clandestin qui passe la frontière de la Belgique et grippe espagnole, on sait très bien qu'elle venait pas du tout d'Espagne, mais simplement qu'elle avait été identifiée en Espagne avant les autres pays européens et qui donc ici est présentée comme cet immigré clandestin qui porte, vous le voyez sur sa valise, toutes les étiquettes des pays qu'il a déjà traversés de manière plus ou moins clandestine. Donc sur cette réalité épidémiologique connue, se sont greffés, bien sûr, les fantasmes xénophobes récurrents faisant des migrants les boucs émissaires des situations sanitaires désespérées, c'est-à-dire celles dans lesquelles la médecine est impuissante à réduire ou à mettre un terme à l'hécatombe. Donc ce deuxième point introductif, simplement pour rappeler, encore une fois, que la responsabilisation des populations migrantes est une chose tout à fait ancienne. D'ailleurs, la question de la contagion épidémique allait très souvent de pair, en particulier au XIXe et au XXe siècle, première moitié du XXe siècle au moins, de pair avec le fantasme de la contagion politique. C'est notamment le cas aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, avec tous ces anarchistes italiens qui sont censés à la fois diffuser un certain nombre de maladies et évidemment on va dire le ferment révolutionnaire. Alors j'avais annoncé dans le titre de mon intervention que je me pencherais plus particulièrement sur la question de la santé au travail et de la santé professionnelle. En effet, les travaux historiques que j'ai menés et qui ont été menés depuis un certain nombre d'années nous ont amenés à rencontrer l'histoire de la santé des travailleurs migrants, plus précisément en observant en fait des mondes du travail particulièrement dangereux et insalubres. On a rencontré, sans grande surprise, vous en conviendrez, de nombreux ouvriers migrants, étrangers ou migrants provinciaux au XIXe siècle et au cours du 1er XXe siècle. Donc des Italiens qui peuplent les fabriques d'allumettes de Pantin ou d'Aubervilliers à la fin du XIXe et au tout début du XXe siècle. Vous savez, fabriques d'allumettes terriblement connues pour les effets de l'intoxication au phosphore qui est responsable de la nécrose phosphorée de la mâchoire, qui est une affection particulièrement dangereuse et défigurante, jusqu'aux immigrés belges, flamands qui évoluent dans les nuages de poussière de plomb dans les fabriques de Cérus du nord de la France, on est ici à Lille, et qui en ressortent évidemment intoxiqués par le plomb, qui en ressortent saturnins, ou jusqu'aux Polonais ou aux mineurs marocains dans les mines du Pas-de-Calais dans les années 30, 20 et 30 pour les Polonais, et dans les années 60 à 80, on va dire, pour les Marocains essentiellement. Tous ces mondes du travail sur lesquels il se trouve que j'ai travaillé sont peuplés de populations migrantes au front des travaux les plus pénibles et les plus dangereux, et donc sont ceux, évidemment, les migrants sont ceux qui sont les plus vulnérables aux conditions sanitaires globalement difficiles qui sont engendrées par la société industrielle. Ils sont généralement dans une situation de domination sur le marché du travail, contraints d'accepter les emplois les moins attrayants, les moins bien rémunérés. Beaucoup de migrants, finalement, se retrouvent confrontés à une mise en danger sanitaire dans le cadre de leur activité professionnelle, davantage, même si pour beaucoup partagés, avec leurs confrères ou leurs camarades nationaux. Il se trouve que, alors je voudrais me servir, puisqu'on est là aussi pour faire le lien entre la recherche et la réflexion ou l'expérience professionnelle donc de professionnels qui travaillent dans le champ de la santé publique. Le livre auquel je suis en train de travailler apporte à ce sujet, s'il en était besoin, confirmation que cette situation n'est évidemment pas uniquement française, ça va de soi, elle existe à l'échelle globale, y compris pour les migrants intérieurs dans quantité de pays aujourd'hui.
Il se trouve que je m'intéresse aujourd'hui à l'itinéraire d'une femme médecin américaine qui c'est parmi les premiers, si ce n'est la première, même si j'aime jamais trop en histoire, on n'aime jamais trop parler des pionniers parce qu'on ne sait jamais qui sont les pionniers, il y aura toujours quelqu'un pour trouver un pionnier avant notre pionnier. Donc cette femme s'est intéressée à la question des maladies du travail dans la machine économique des États-Unis en pleine croissance, c'est-à-dire à la toute fin du 19e et surtout pendant le premier 20e siècle. Évidemment, les États-Unis me semblent un point de comparaison, même si j'ai bien noté qu'aujourd'hui on devait parler essentiellement de la France et de l'Europe, mais il me semble qu'il y a un point de comparaison avec les États-Unis qui est absolument stimulant, parce que ces États-Unis ont mis en œuvre, depuis la fin du 19e siècle, un système de croissance économique absolument phénoménal, fondé sur l'utilisation massive d'une main-d'œuvre migrante dans les différents secteurs qui vont porter cette croissance industrielle américaine, car les travailleurs migrants, dont l'immense majorité, vous le savez, sont d'abord venus d'Europe, sont bien venus aux États-Unis, selon la belle énumération de Georges Perec, pour, je cite, creuser les tunnels et les canaux, construire les routes, les ponts, les grands barrages, les voies de chemin de fer, mais aussi défricher les forêts, exploiter les mines et les carrières, fabriquer les automobiles et les cigares, les carabines et les complets vestons, les chaussures, les chewing-gums, le corned beef et les savons, et bâtir des gratte-ciel encore plus hauts que ceux qu'ils avaient découverts en arrivant. C'est un extrait du beau livre de Perec sur Ellis Island, paru en 1980. Donc cette main-d'œuvre migrante, elle est évidemment massivement, quoique pas exclusivement, sous-qualifiée, précaire, isolée, peu exigeante en termes de salaire et de conditions de travail, d'autre part souvent ignorante de la langue et du droit qui règne dans le pays d'accueil, entre guillemets, extrêmement mobile, à la fois par choix, mais souvent aussi à son corps défendant. Je pense là notamment au système de contraintes qui entourait de très très nombreux migrants et qui entoure aujourd'hui de très nombreux migrants dans une sorte de communauté qui parfois n'a rien de solidaire et qui au contraire enserre ces migrants dans un filet de contraintes, de dettes contractées, de services à rendre qui parfois les poussent à la mobilité. Pour toutes ces raisons, les étrangers, migrants récents, sont particulièrement représentés parmi les malades qui souffrent de leur travail. Et ils sont aussi, évidemment, ils participent donc très largement du phénomène de sous-reconnaissance massive des maladies professionnelles, et celui-ci affecte particulièrement les migrants. Et donc, cette médecin américaine sur laquelle je travaille, qui s'appelle Alice Hamilton, qui est une jeune médecin de Chicago à la toute fin du 19e siècle, qui a d'abord participé à une expérience communautaire, comme il en existait un certain nombre à partir de cette époque, à la fois d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis, expérience de vie communautaire essentiellement féminine, qui consistait en fait à implanter une grande maison habitée essentiellement par des femmes actives dans les milieux de la réforme sociale, au sein d'un quartier périphérique, en l'occurrence de Chicago, quartier donc de migrants originaires à cette époque d'Italie et d'Europe centrale et orientale, et également de migrants afro-américains en provenance du sud des États-Unis. Et à travers cette expérience, eh bien, Alice Hamilton a rencontré la question de la souffrance au travail, des accidents, des maladies professionnelles et leurs conséquences à la fois sanitaires mais également sociales. À compter de la décennie 1910, elle va se mettre à travailler et à diriger un certain nombre de grandes enquêtes sur la santé professionnelle des ouvriers de l'industrie des États-Unis, dans des secteurs aussi divers que l'industrie automobile de Détroit, les carrières de pierre de l'Ohio, pas de problème, ou encore les fabriques d'ampoules électriques de Cincinnati. Et donc elle découvre en fait cette catastrophe sanitaire et l'importance des migrants au sein de cette catastrophe sanitaire. En fait, elle va par exemple à Chicago, dans un hôpital hanté par les peintres carrossiers qui poncent et peignent et reponcent et repeignent, parfois 10 fois de suite, les plafonds des autobus et des wagons de chemin de fer de la société Pullman. Et elle voit l'importance des migrants parmi eux. Je cite, « Il est évident que les risques sont très bien connus dans cette industrie. On ne donne donc pas ce métier aux peintres réguliers. Il est laissé aux immigrants récents, paysans de Hongrie, Serbie ou Pologne. » Fin de citation. Bien sûr, il faut faire évidemment la part dans cette explication générale du mépris dans lequel sont tenus ces immigrants récents, souvent considérés comme des sous-hommes dans une Amérique en proie à une réaction idéologique très puissante face au déferlement de la grande vague migratoire du tournant du 19e et du début du 20e siècle. C'est l'époque où se développe aux États-Unis le mouvement du nativisme, mais qui a, on pourrait le dire, son pendant différent, mais de même inspiration et de même nature, de ce côté-ci de l'océan, dans la xénophobie intense qui se développe en France à la fin du 19e siècle.
Ces étrangers, considérés comme inassimilables, notamment les migrants d'Europe du Sud et de l'Est, sont les plus souvent tenus dans un mépris absolu qui explique bien sûr l'indifférence quasi générale à l'égard des conditions sanitaires de travail qu'ils subissent. Je cite encore une enquête d'Alice Hamilton. Elle cite un pharmacien, enfin elle s'entretient avec un pharmacien de Salt Lake City dans l'Utah qu'elle interroge à propos précisément du saturnisme professionnel qui règne, notamment parce qu'il y a dans son quartier de nombreuses fabriques de baignoires émaillées qui provoquent donc un saturnisme professionnel très important. Le pharmacien. Ah, peut-être pensez-vous aux Italiens ou aux Polonais. Mais les termes qui sont employés ici, pour ceux qui connaissent l'anglais un peu argotique de cette époque, wops and hunkies, sont des mots extrêmement violents pour désigner ces catégories nationales. Je continue la citation. Donc peut-être pensez-vous aux Italiens ou aux Polonais. J'imagine qu'il y a beaucoup de saturnisme parmi eux. Je croyais que vous parliez des hommes blancs. Distinction raciale, distinction de couleur, qui laisse évidemment tout à fait rêveur. Donc ces réactions, dont il ne faut évidemment pas sous-estimer l'importance, ne suffisent bien sûr pas à expliquer la pérennité des maladies professionnelles dans le monde industriel américain ou français ou autre. À partir de l'une de ces enquêtes phares qui portent sur les mines de cuivre de l'Arizona, dans lesquelles travaille une proportion d'environ 80% de migrants mexicains, Hamilton va plus loin. Elle change d'échelle en quelque sorte et elle affirme que c'est le turnover des ouvriers, lié donc au système migratoire, qui est en fait l'instrument, dit-elle avec une certaine ironie, l'instrument le plus efficace de la prophylaxie américaine en matière de santé au travail. C'est-à-dire que la rotation extrêmement rapide des ouvriers permet en fait aux employeurs et au pouvoir public de ne pas être confrontés directement à la maladie. Souvent, ce sont les ouvriers qui ont déjà quitté l'entreprise, qui tombent malades, voire quitté la région, voire quitté le pays lui-même. Eux-mêmes, bien souvent, ont du mal à attribuer leur pathologie à tel ou tel labeur qu'ils ont mené. Et donc, c'est bien ce système industriel qui fonctionne sur ce réservoir infini de main-d'œuvre migrante qui crée cette invisibilisation. Et je trouve que c'est un élément intéressant à ajouter peut-être au débat. Donc en fait, Hamilton fait, et je pense que c'est vraiment encore une fois quelque chose dont on peut se saisir pour essayer de comprendre des phénomènes plus récents, elle fait du flux migratoire continu qui touche le continent nord-américain jusque dans les années 20, un élément clé de l'invisibilité des maladies du travail à laquelle elle tente de remédier, et donc contre les conditions extrêmes de vulnérabilité des travailleurs migrants qui ne disposent encore une fois que rarement de relais d'information, de relais de diffusion de ces mauvaises conditions de travail, eh bien les entrepreneurs industriels sont amenés à négliger la prévention des accidents et des pathologies d'origine professionnelle, la prévention leur semblant ayant un coût plus lourd la prévention leur semblant avoir un coût plus lourd que les accidents, que la survenue des accidents ou des maladies professionnelles elles-mêmes. Voilà, donc simplement quelques éléments pour dire qu'il me semble que, encore une fois, je me réjouis de cette perspective interdisciplinaire et qu'il me semble qu'on peut trouver dans la perspective historique un certain nombre d'éléments de réflexion pour participer à ce travail collectif autour de ces questions tout à fait cruciales. Je vous remercie de votre attention.